Bonjour à toutes et à tous, chers amis du Coq Bleu, avec vos belles écharpes accélérées de la French Fab. Donc là, vous venez d'entendre la nouvelle version de l'hymne de la French Fab. Vous n'avez peut-être pas mesuré une petite différence avec la version d'avant. Celle-ci est plus funky. On a décidé de... Hein, vous avez remarqué? Oui. Et puis elle est un peu plus féminine aussi, parce que la précédente, elle était vraiment mal. Vraiment, wow. Donc là, alors je suis très content de vous accueillir. Je sais que beaucoup ont fait un très gros effort pour venir de loin, souvent en voiture, à Global Industries. Je vous en remercie infiniment, en dépit des grèves. Hein. J'imagine ceux qui sont venus de Bretagne et qui ont fait 9 heures de route. Levez la main les Bretons qui sont venus, regardez. Non, formidable, hein, quand même. Certains sont venus du sud-ouest. Oui, j'entends là, au fond. Bon, j'espère qu'on vous a bien régalé à midi avec nos grandes tablées qui sont maintenant notre signature. Hein. Nous sommes plus tribaux que jamais. Hein, donc vous aurez de plus en plus ces grandes tablées avec des saladiers. Et puis, je forme le vœu que l'énergie collective, qui a quand même commencé depuis quelques années maintenant, ne fasse plus que se déployer. On est très contents cette année, avec ce grand stand qui est magnifique. Vous pouvez féliciter la direction de la communication. Voilà. Et ce qui est en train d'arriver, c'est ce que nous souhaitions, c'est-à-dire que quand on structure réellement une communauté, ce que nous sommes tous, eh ben, ça dégage de la vibration et un effet de puissance, tout simplement, à l'intérieur même de ce salon. Voilà, donc ça n'est qu'un début. Merci en tout cas pour votre présence et on va avoir maintenant un certain nombre de tables rondes animées par Madame, qui s'appelle... Bonjour, je suis Natacha Felous. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes très beau, hein. Vous êtes très beau, j'espère que vous verrez les photos, vous êtes magnifiques. Je suis donc Natacha Felous et je suis ravie de passer avec vous ces instants et avec nos intervenants. Aujourd'hui, vous allez avoir 3 tables rondes et un talk pour conjuguer vos entreprises au temps de l'industrie du futur. Et on commence tout de suite avec les perspectives de l'industrie du futur en France. Est-ce que le contexte est favorable pour une transformation de fond? Quels sont les enjeux que vous devez relever, quelle que soit votre taille? Les réponses avec nos 3 intervenants. Frédéric Legrève, venez me rejoindre. Daniel Richet, venez, sous vos applaudissements. Et Anaïs Voy-Gillis. Venez. C'est un plan de table. Pas du tout, vous êtes chez vous. Allez-y. Je suis ravie de cette journée du 8 mars, hein, où on peut mettre un homme au milieu de 2 femmes. Frédéric Legrève, vous êtes présidente France de ST Microélectronique, un des leaders mondiaux sur le marché des semi-conducteurs. Daniel Richet, vous êtes directeur général du CETIM, le centre technique des industries mécaniques qui accompagne les PMI à gagner en valeur. Anaïs Voy-Gillis, vous êtes directrice associée chez June Partners et vous êtes chercheuse associée à l'IAE de Poitiers. Vos travaux portent notamment sur les enjeux de la réindustrialisation en France. Première question à tous les 3. Est-ce que j'ai dit une bêtise quand je dis réindustrialiser ou vous préférez l'industrialisation de la France? En 1 minute. Très bien. Cette question était normalement pour Monsieur Bouzou. On va essayer de s'y jeter quand même. Alors, réindustrialisation, plutôt non. Plutôt non. Plutôt réveil industriel. Alors, je vais pas paraphraser un ancien Premier ministre, hein, mais la France, c'est un vieux pays d'industrie, dans une Europe industrielle qui date. Ça veut dire qu'elle a des atouts, la France, dans l'industrie. Elle a des atouts parce que c'est un vieux pays industriel. Les métiers de base, je représente la mécanique, la fonderie, la forge, tous ces métiers clés dont on a besoin demain dans le nucléaire, dans d'autres secteurs, ces métiers de base sont là. Ils sont là, historiquement, ils sont encore là. Donc pour vous, c'est industrialisé. On a des startups géniales,
On a des têtes de filière qui sont des têtes de filière, des leaders de marché. Donc on a tout pour industrialiser, aller plus loin, réveiller l'industrie. Puis surtout, on a des chefs d'entreprise combattants. Je suppose que le matin, en se rasant, ces chefs d'entreprise ne se posent pas la question de réindustrialiser. Ils sont dans l'industrie. Frédéric, votre avis? Oui, ben, on en a un petit peu parlé quand on préparait ce table ronde. Et moi, je suis à fond pour l'industrialisation, la localisation. ST Microélectronique, on est présent en France depuis plus de 50 ans. On n'est pas là pour réindustrialiser, mais on continue à investir beaucoup et surtout pas très loin d'ici. On va y revenir. Donc complètement industrialisation et localisation. Anaïs. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, au demeurant, cette question, on pourrait se dire qu'elle est secondaire, parce que c'est une question sémantique, se dire industrialisation, réindustrialisation, relocalisation. Et en fait, la sémantique, c'est des mots, et les mots, ils ont leur importance, parce que dans l'industrie, dans la bataille qu'on est en train de construire, on a une bataille des imaginaires. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est de remettre l'industrie dans le cœur des Français. Et pourquoi je pense qu'industrialisation, c'est une erreur? Parce qu'industrialisation, ça renvoie à un pays du tiers-monde. Industrialisation, c'est un pays qui doit développer son industrie. Pourquoi on peut discuter de réindustrialisation? Parce que la réindustrialisation, elle est porteuse de représentations finalement négatives. Ce serait l'idée de revenir à une industrie du passé, d'avant, avec toutes les images que ça peut comporter, que nos concitoyens ont largement dans l'esprit. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de renaissance industrielle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui doit se jouer aujourd'hui? C'est redévelopper l'industrie existante, la soutenir et engager sa transformation. Deuxièmement, c'est faire revenir des activités sur le territoire français qu'on juge stratégiques pour notre autonomie, notamment les semi-conducteurs. Et la troisième chose, et là il y a une bataille européenne et mondiale, c'est comment on devient des leaders industriels des industries de demain. Et donc, la renaissance industrielle, elle doit porter ces trois thèmes dans son cœur, c'est-à-dire ne pas renier le passé, mais aussi se projeter dans le futur. Très bien dit, réveil, renaissance, on part sur des bonnes bases. Frédéric, vous le disiez, ST continue à investir, bien sûr, dans les outils de production en France, avec des investissements quand même assez importants. Oui, tout à fait. Mais il faut juste revenir sur le marché d'abord des semi-conducteurs. Le marché des semi-conducteurs va subir une hyper-croissance entre 2020 et 2030. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires dans le monde, c'est à peu près 500 millions de dollars de chiffre d'affaires et on va passer à 1000 milliards. Et donc, pour faire ça, il faut pouvoir investir, il faut pouvoir accroître la capacité de production. En Europe, on a deux grands, je dirais, types d'industrie. On a l'industrie pure et puis, par exemple, l'industrie automobile. L'industrie automobile, en termes de demande de semi-conducteurs pour les 10 prochaines années, ça va augmenter de 235%. 235% l'industrie, 138% le secteur industriel. Donc oui, l'électronique est un secteur stratégique. Il faut qu'on continue à investir et il faut qu'on soit aussi soutenu par l'État, tout simplement parce que les autres régions du monde, que ce soit les États-Unis, on a tous entendu parler du US Chip Act. On sait que la Chine soutient son industrie, le Japon soutient son industrie, l'aide soutient son industrie, l'Europe aussi et la France en particulier, grâce à France 2030 et à 5 milliards qui ont été mis pour la France pour soutenir son industrie. IST est déjà présente avec 13 sites. Vous avez, rappelez-nous, oui, 13 sites en France, 2000 collaborateurs. J'en profite pour dire que, bien sûr, on continue à embaucher. On a beaucoup embauché l'année dernière. Encore 1000 postes ouverts au moins cette année. Donc, voilà, je suis là à la fin. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Et pas que pour rentrer chez ST, pour travailler aussi avec vous. Bien sûr, on va travailler avec nous, c'est aussi possible. Et vous aussi? On va le voir. Daniel Richet, avant que vous quittiez le CETIM pour ST, vous voyez aussi des menaces à prendre au sérieux si on veut pérenniser l'industrialisation éveil renaissance en France. Alors oui, des menaces bien sûr. Je pense que bon nombre d'entre nous partagent des éléments de conjoncture qui sont effectivement complexes. Dans nos industries mécaniques, je suis là pour témoigner sur notre secteur, on a effectivement une inquiétude relativement forte liée bien évidemment au prix de l'énergie, avec en particulier un sous-jacent qui est celui de l'opportunisme de certains pays, on en a parlé sur d'autres sujets, pour profiter de cette crise de l'énergie qui sera malgré tout durable,
en termes de différentiel de prix, pour siphonner une partie de notre secteur industriel. Il y a des tentations fortes aujourd'hui sur le marché d'imposer à des fournisseurs de passer outre-Atlantique pour effectivement rester dans les marchés. C'est très compliqué. C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, d'autant que ce différentiel de coût de l'énergie, sauf changement drastique de la politique européenne, restera. Donc une inquiétude. Menace ou inquiétude. Alors la deuxième inquiétude, peut-être, ce serait celle de ne pas être nous-mêmes en conformité avec ce que nous avons vécu avec le Covid. Le Covid nous a donné un enseignement qui est celui d'une forme de souveraineté industrielle à bâtir, à reconstruire. Et cette souveraineté industrielle, elle dépend d'un certain nombre de facteurs. D'abord, des investissements sur les grandes verticales industrielles pour lesquelles il faut mobiliser du financier, mais je sais que la BPI est là pour ça. Mais aussi, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un ruissellement, j'allais dire patriotique, de cette action de souveraineté vers l'ensemble du tissu industriel qui est composé massivement dans les territoires de PMI, métiers, qui forment des chaînes de valeur. Il n'y aura pas de souveraineté si on n'inclut pas l'ensemble de ces chaînes de valeur dans ce ruissellement de construction sur ces sujets-là. Donc ça, c'est aussi une attention qu'il faut qu'on porte avec nous-mêmes. Et le troisième sujet d'inquiétude qu'on voit poindre dans nos industries, ce sont des inquiétudes, comment je vais l'appeler, de naïveté européenne possible, en particulier sur les réglementations environnementales. On vient de vivre un épisode avec le MACF qui inquiète nos industriels, pavé de bonnes intentions européennes. D'autres réglementations sont devant nous et inquiètent nos industriels. Je parle en particulier des réglementations. Je vais prendre un exemple sur les substances. Nous allons passer d'une réglementation REACH avec 200 substances interdites à 8000 substances interdites. Comment préparer nos industriels à ce choc à venir? Soyons cohérents et mettons le temps nécessaire pour effectivement ne pas être ceux qui vont laisser des brèches ouvertes à la concurrence internationale au travers ces défauts de réglementation. Une réglementation qui est très exigeante et naïve, comme vous le dites. Anaïs Vogilis, vous dites qu'il est l'heure de faire bouger les lignes. Concrètement, on fait comment pour faire bouger les lignes? C'est toujours une question à 3 000 $. Je regrette d'avoir dit ça dans la préparation. Comment on fait pour bouger les lignes? Déjà, je crois que les industriels sont aujourd'hui confrontés à 3 défis majeurs. Le défi de la décarbonation et plus largement du rapport à la nature et au vivant. Le deuxième défi, c'est le défi de la modernisation et de la numérisation des sites industriels. Et le troisième défi, qui n'est pas des moindres, c'est mobiliser la société. Et en fait, c'est là que le fait de bouger les lignes est important, c'est-à-dire comment on sort, je disais ça hier, et le thème du salon, c'est l'industrie se mobilise. Mais en fait, je trouve que la réussite, ça sera quand c'est la société française qui se mobilise pour son industrie. Vous y croyez? J'y crois, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Je ferais autre chose. Je dirais sucrer des fraises. Malgré tout, les réticences, elles sont là. Malgré les réticences. Et derrière ça, il y a 2 choses qui se poussent dans bouger les lignes. C'est comment on renforce les écosystèmes industriels. Et renforcer les écosystèmes industriels, ça passe sur 2 choses. Premier enjeu, pour les renforcer, c'est une question de demande. D'une demande pour des produits made in France. Alors la demande, quand on dit renforcer la demande, tout le monde pense commande publique. Commande publique, c'est bien, c'est pas tout. 3 autres piliers de la demande, c'est l'export et le B2C, donc les consommateurs. Mais le vrai enjeu de la demande, c'est comment chacun, finalement, va faire évoluer ses politiques d'achat pour essayer de favoriser son écosystème et ses pairs. C'est-à-dire, au lieu d'aller s'approvisionner en Asie ou en Europe, c'est comment je m'approvisionne en proximité. C'est-à-dire que chacun est le premier ambassadeur, finalement, de la pérennité de l'industrie française. Et la deuxième chose derrière que ça sous-entend là-dedans, c'est comment les industriels arrivent à mieux travailler ensemble. Je pense qu'on peut interroger tout le monde dans la salle, tout le monde va me dire j'ai un problème, c'est le recrutement. Deuxième problème, éventuellement, le foncier. Et après, il y a plein d'autres problèmes dont on pourrait parler, fiscalité, coût de travail, etc. Combien d'industriels travaillent ensemble sur la thématique de recrutement? On va poser la question, combien d'entre vous mutualisent ces questions devant? Ouais. Ok, encore une minorité. Donc 4-5 personnes dans la salle, alors que
globalement, il y a des métiers qui se ressemblent, il y a des sujets de formation à penser ensemble, il y a des démarches de recrutement à faire ensemble. Deuxième sujet intéressant, c'est la mutualisation sur tout ce qui va être utilities. Là, il y a certainement beaucoup plus de gens qui travaillent sur de la mutualisation autour de l'énergie, récupération de la chaleur fatale, etc. Mais il y a des choses à faire là-dedans pour aller viser l'autonomie énergétique des zones industrielles. Troisième chose, c'est de la mutualisation sur du CAPEX industriel. Réfléchir, et là, ça se pose peut-être des questions de modèle économique. Qu'est-ce qu'on veut rapatrier en France? Comment est-ce qu'on peut avoir des pairs qui ont envie d'avoir les mêmes ambitions? Comment travailler ensemble? Et la dernière chose, c'est sur l'export. Comment travailler ensemble pour aller exporter? Parce que une des forces de nos voisins italiens et allemands, c'est quand même d'arriver à chasser en meute. Et donc, c'est comment on est positionné sur la chaîne de valeur, comment les pairs sont positionnés sur la chaîne de valeur et comment ensemble on est plus fort pour aller gagner des marchés à l'étranger. Parce que l'enjeu, je le rappelle, il est un peu tarte à la crème. C'est quand vous êtes en Allemagne, vous pensez d'abord allemand, mais le deuxième personne à qui vous pensez devrait être un industriel français. Quand vous êtes en Asie, vous pensez d'abord peut-être à votre pays d'origine. Mais l'enjeu, c'est que dans tous les pays du monde, le deuxième industriel auquel on pense pour s'approvisionner, ça doit être un industriel français. Et donc ça, c'est de la coopération et de l'envie d'aller conquérir le monde ensemble. Et de bouger les lignes. Frédéric, à vous. Je voulais juste... Je suis complètement d'accord. Je voulais juste donner un exemple parce que je pense que les business models sont en train de changer. Oui. Il y a un exemple qui s'appelle la Software République. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La Software République, c'est une association de grandes entreprises françaises, Renault, ST Micro, Atos, Orange, Dassault Systèmes. Ensemble, justement, par exemple, sur les talents, on a décidé de s'associer pour, par exemple, faire des formations ensemble, s'échanger nos talents à l'intérieur ou encore... S'échanger les talents, ça veut dire? À l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être aller pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans dans une des autres entreprises au sein de la software ou encore, une chose qu'on s'est dit, souvent on va chercher des talents à l'extérieur, on a 2-3 personnes, on trouve que les 2-3 personnes sont bien, mais on n'a qu'une place pour une, et ben dans ces cas-là, on va faire un pool et on va pouvoir se dire, tiens, j'ai interrogé telle personne, je ne peux pas la prendre, mais elle est vraiment bien, est-ce que ça ne pourrait pas intéresser l'une des autres entreprises? Donc je pense qu'il faut vraiment, effectivement, chasser en meute et être beaucoup plus proches les uns des autres et travailler ensemble. En Allemagne, vous avez raison, ils savent faire ça beaucoup mieux que nous. Donc il faut qu'on arrive à s'associer et c'est vraiment un changement de mentalité et de business model. Oui, c'est vraiment un autre mindset, comme on dit. Gardez le micro pour nous parler justement des effets. Vous venez de dire, effectivement, vous chassez en meute avec d'autres. En tout cas, vous mutualisez. Quels sont les effets directs et indirects de vos investissements industriels sur votre écosystème, sur les entreprises qui sont là aujourd'hui? Alors, il y a l'effet, je dirais, le plus direct, c'est que, par exemple, quand on crée un emploi chez ST, alors directement ou indirectement à l'extérieur de l'entreprise, c'est entre 3 et 4 emplois qui se créent. Après, on travaille, je dirais, avec tout notre écosystème. Tout d'abord, je vais mentionner le CEA-Leti, qui est le RTO qui nous sert vraiment pour défricher les technologies de Next Generation. On travaille avec nos partenaires. On a annoncé l'année dernière un partenariat avec justement CEA-Leti, Soitec, Global Foundry et ST pour travailler sur une nouvelle technologie Next-Gen FDSOI. On fait la même chose à Tours sur de l'hydrogène. On travaille bien sûr avec les startups, certaines qu'on embarque à 100% avec nous. Ça a été le cas d'Hexagan sur le GAN ou Cartesiam sur l'intelligence artificielle. Donc on est à 100% pour les écosystèmes. On ne fera rien seul. On le fera seulement avec tout le monde qui est autour de nous. Et bien sûr, je le mentionnais tout à l'heure, mais l'État et le rôle de l'État et de BPI est aussi très important pour cela. Merci Daniel Richet. Comment on fait pour accélérer un peu le mouvement? D'abord, est-ce que ça va trop lentement selon vous, malgré bien sûr tous les efforts faits? Il faut accélérer les accélérés, c'est le sujet. 2 aspects importants, si je me réfère aussi à la filière mécanicienne qui est la mienne, qui est composée massivement de petites et moyennes entreprises. 99% de nos mécaniciens sont des entreprises de moins de 50 salariés. C'est un des premiers secteurs industriels français avec 600 000 salariés, 134 milliards d'euros d'activité. Donc on est dans ce monde de l'industrie française. Les besoins, c'est des besoins d'accompagnement. Je pense que là, nous avons un bel exemple. Les accélérés sont des entreprises accompagnées sur leur développement stratégique
C'est un des volets indispensables, positionner ces entreprises sur leur marché, leur filière. J'y rajouterais la nécessité de les accompagner et d'injecter en elles de l'innovation technologique, de l'innovation pour les aider à monter en gamme. On a des filières industrielles qui sont positionnées en gamme insuffisamment vis-à-vis de concurrents étrangers. Donc la montée en gamme, ça c'est quelque chose on a une sur structure lequel... de coût qui reste chère et qui a pris de l'embonpoint avec l'énergie. Il faut se défendre sur le niveau de gamme, il faut les accompagner. Et le défi, c'est de faire cet accompagnement des têtes de filière jusqu'au bas de la filière. Je prends un exemple qui nous préoccupe dans la mécanique, l'hydrogène. Nous avons d'excellents projets en France de piles à combustible, d'électrolyseurs. Il serait dommage qu'en France, en dehors de ces gros objets hydrogène, on aille chercher la plomberie hydrogène en Chine. Les vannes, les pompes, les gamelles, les bidons, j'allais dire, les tuyaux, qui peuvent être le fruit d'une industrie française dans la supply chain, dans la chaîne de valeur. Il faut que ces sous-ensembles soient produits en France. Donc l'innovation, il faut qu'elle traverse l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'elle descende en bas. Et donc il faut accompagner ces entreprises en stratégie et en innovation de filière. C'est un des grands enjeux. Ensuite, il faut muscler nos outils de guerre économique. On est dans un monde, on l'a dit, il faut éviter la naïveté. Les outils de guerre économique, c'est des outils d'influence. On a dans notre secteur une fédération puissante avec des syndicats qui se mobilisent pour aller pour des défenses réglementaires. Il faut bâtir aussi une défense sur la guerre économique autour des sujets de normalisation qui peuvent faire et défaire des industriels sur certains volets techniques. Donc, muscler nos outils de guerre économique sans naïveté pour défendre ces options et réindustrialiser des chaînes de valeur complètes. Merci. Anaïs, vous accompagnez beaucoup de chefs d'entreprise dans leur réindustrialisation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux accélérés aujourd'hui qui sont face à vous ? J'aurais envie de leur dire beaucoup de choses, mais peut-être une seule, c'est il faut y croire. C'est-à-dire, souvenez-vous, je dirais il y a moins de 10 ans, 2012-2014, tout le monde... Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai fait une thèse sur l'industrie, je l'ai commencé en 2014. C'était sur la réindustrialisation et tout le monde me disait « Mais pourquoi faire une thèse sur la réindustrialisation ? Personne n'y croyait. » Aujourd'hui, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, tout le monde croit à la réindustrialisation. Tout n'est pas parfait, mais tout le monde a envie de s'engager dans cette réindustrialisation. Donc je ne dis pas que ça va être simple, ça va être long, ça va être coûteux. On ne revient pas sur 40 ans de sabotage de l'industrie en 3 minutes. Il va falloir aller chercher les jeunes générations pour leur dire « Venez dans l'industrie, il y a des carrières qui peuvent s'y faire, il y a des beaux métiers, et c'est loin de l'image d'Épinal qu'on peut avoir. » Mais il va falloir s'accrocher. Mais le jeu est qu'il y a cette envie, plus que jamais, de réindustrialiser le pays. Et il y a peut-être une chose, un message à retenir, c'est-à-dire que l'industrie, on sait qu'elle va devoir se transformer pour répondre aux défis, se transformer en termes de procédés, se transformer en termes de produits, se transformer en termes de modèle économique. Il va y avoir un coût, et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'accompagnements qui sont en train d'être mis en place, et il y a beaucoup de choses, encore une fois, à raffiner. Mais il va falloir que l'industrie, elle se transforme dans l'image qu'elle offre. 2 choses là-dessus, pour pas être trop longue. Transformer dans l'image qu'elle offre, c'est... Aujourd'hui, il y a trop d'industriels qui sont des inconnus. Vous traversez une zone industrielle, vous êtes incapable, même si vous n'habitez pas loin, incapable de dire ce qui s'y passe. Parce que l'image qu'on a de l'industrie, c'est l'usine avec une cheminée qui fume. C'est pas ça. Il y a une diversité et il faut pour ça s'ouvrir au grand public, organiser des journées portes ouvertes, montrer aux gens ce qui se passe dans vos usines et montrer la fierté que les gens qui sont dans vos usines ont à être là. Et la deuxième chose, et ça c'est plus difficile pour ceux qui sont déjà implantés, c'est comment on change l'identité visuelle de l'industrie. Comment est-ce qu'une usine, elle devient un marqueur emblématique d'un territoire? Comment, quand on passe devant un site, on sait où on est? Et comment, du coup, l'industrie redevient un acteur de la vie de la cité et pas seulement quelque chose qu'on a mis d'abord en périphérie des villes, puis en périphérie de notre pays et de plus en plus loin. L'industrie, c'est un élément central de notre autonomie stratégique, de notre cohésion territoriale et de la soutenabilité de notre modèle social. Et vous êtes tous détenteurs, d'une part,
de ces 3 piliers. Et donc, il ne faut pas que vous lâchiez les bras. Des gens qui, pour vous décourager, il y en aura toujours. Mais vous faites partie de ce pays. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Soyez fiers des valeurs que vous défendez et des boulots que vous proposez. Bravo. Merci, vous avez bien fait de faire une thèse sur le sujet. Merci. On va remercier nos intervenants pour cette première séquence. Merci à tous. Et merci pour cet élan extrêmement positif. Si vous pouvez rester, c'est pour la prochaine si vous voulez. Non? Vous êtes bien là. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'industrie du futur soutenue, je vous en prie, soutenue par l'innovation. Des innovations qui remettent en question, on l'a dit, les modèles d'affaires, la nature même de vos collaborations avec votre écosystème. Mais je vous en prie. Vous vous mettez au milieu. Je suis tellement contente d'animer pour une fois avec autant de femmes aujourd'hui. C'est un joli hasard en cette journée du 8 mars. Donc, je vous demande d'accueillir Sophie Cationneau, Anne Vetter-Tifrit et Laurent Fiard. Alors Sophie, on parlait justement d'hydrogène. Vous avez quitté le milieu bancaire pour diriger le groupe ACS Steel Energy, dont la spécialité historique, c'est la fabrication de pièces métalliques unitaires très techniques. Et puis en 2020, vous avez créé une nouvelle entité rattachée au groupe, Steely, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le stand de la French Fab. Vous l'avez doté d'un outil de production 4.0 pour fournir des pièces industrielles au secteur des énergies vertes. Vous nous direz si vous commandez vos pièces en Asie, comme ça a été dit lors de la première table ronde. Anne Vetter-Tifrit, vous dirigez Velum, une entreprise familiale spécialiste des solutions d'éclairage clé en main pour les professionnels. Alors vous êtes labellisé vitrine de l'industrie du futur, coq bleu, coq vert. Et cette industrie, oui, vous portez absolument tout. Cette industrie, vous y croyez fermement en tant que présidente du comité régional Alsace et Grand Est des conseillers du commerce extérieur de la France. Laurent Fiard, vous dirigez Visiative. Vous avez également un stand, je crois, au stand dans le hall 2, si on veut venir vous voir. 2M24. Vous êtes présent dans 14 pays, mais vous êtes ici, originaire de la région. C'est ça. Votre mission, c'est accélérer à la fois l'innovation et la transformation digitale des PMI. Alors, encore une petite question à 1 million. Il n'y a pas de définition officielle de l'industrie du futur. Qu'est-ce que vous y mettez, en quelques mots, chacun de vous? Allez-y, Laurent. Vaste question. Si j'ai envie de le résumer, c'est avant tout une dynamique et une opportunité de se réinventer au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises. Et j'ai envie en fait quelque part de le modéliser dans une dynamique économique. C'est aussi pouvoir transformer des technologies en usage. Donc là, on est très coq bleu. J'encourage aussi le coq rouge et pourquoi pas inventer le coq violet, celui qui met du tech in fab, c'est-à-dire de transformer l'industrie dans une dynamique technologique. Et au cœur de l'industrie du futur, on va retrouver la capacité et l'opportunité de se réinventer, et notamment sur son appareil productif. Une capacité, au travers du jumeau numérique, de travailler le continuum numérique, et tout ça au service de l'expérience produit, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc on remet l'humain au centre et on remet la dynamique économique au service de la valeur ajoutée et notamment monter en gamme, ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'expérience produit et client qui reste avec l'humain, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie? Pour moi, effectivement, l'industrie du futur, c'est l'industrie qui enfin se recentre sur l'homme, qui replace l'humain au cœur de l'usine, qui utilise énormément d'outils digitaux, de robotique, de techniques pour simplifier la vie à l'homme et qui justement se réouvre à son territoire.
Pour moi, il est important, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire visiter son usine. Moi, j'accueille des jeunes chaque année, je fais des visites d'entreprise. Il est pour moi essentiel que l'industrie du futur soit une industrie propre, belle, sexy et attirante. Voilà. À vous. Alors, que dire après tout ça? Je crois qu'ils ont tout dit. En fait, l'industrie du futur, pour moi, ça doit être un nouvel outil de compétitivité. Ça doit donner envie aux jeunes de venir dans des domaines dans lesquels ils ne seraient pas venus avant. Tout à l'heure, il y avait le monsieur du CETIM qui disait, et moi je suis fière, je suis dans la métallurgie. Je suis une femme dans la métallurgie, on n'en croise pas beaucoup. Et je réussis à avoir des compétences en interne que j'aurais jamais eues avant parce que l'industrie du futur n'existait pas dans mon entreprise. Et je pense que il y a un avant et un après Covid, et l'industrie du futur, ça fait partie de ce qu'il faut qu'on intègre tous dans nos métiers, et même dans les métiers artisanaux. Alors justement, vous conjuguez deux modes de production. D'un côté, un mode artisanal, et de l'autre, cette industrie du futur avec des innovations. En quoi ces deux modes sont complémentaires? Alors, ces deux modes sont très complémentaires. Alors bon, pour la petite histoire, c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a 20 ans. C'est une chaudronnerie. Notre expertise, c'est surtout dans le domaine des énergies, déjà depuis 20 ans, hydroélectricité et nucléaire en particulier. Et donc là, quand on parle chaudronnerie, c'est plutôt un mode artisanal parce que l'outil, clairement, c'est la main de l'homme. J'ai dans mon atelier des artistes dont je suis très fière. Et moi j'ai racheté l'entreprise familiale il y a 7 ans. Et il y a 2 ans, avec mon équipe, on a imaginé un outil d'industrialisation des énergies vertes, et tout particulièrement dans l'hydrogène. Donc on a un joli projet qui est né, un projet à 8 millions d'euros avec 1,4 million de subventions dans le cadre du plan de relance. On a investi dans des capex importants pour créer toute une chaîne de fabrication. Et en fait, on est dans des métiers qui sont très complémentaires parce que dans la première structure familiale, je vais pouvoir par exemple fabriquer des prototypes, et ensuite on va soutenir l'industrialisation de ces produits dans la nouvelle structure qu'on C'est intéressant, hein, ces deux modèles que vous conjuguez. C'est très complémentaire. Et l'un ne va pas sans l'autre, et vice versa. Et ce sont des métiers qui ne sont pas les mêmes, très clairement. Mais moi, je fais partie d'une génération où, à l'époque, robotiser, ça voulait dire enlever du travail et des emplois, mais c'est pas du tout le cas. En fait, on crée de nouveaux emplois, de nouvelles compétences, et l'artisanat et l'industrie du futur vont très bien ensemble. Il faut simplement réussir à faire un mix intéressant de tout ça. Et ce mix, il y a 6 brevets, je crois, que vous avez déposés grâce à ce mix, et un soutien aussi de la région. Absolument. On a la chance d'avoir énormément de soutien de l'État, de la région, de la BPI, et on est très fiers, et on ne s'arrêtera pas là parce qu'on a d'autres projets. Super. Vous nous direz si vous voulez vos autres projets. Pas encore? Le projet toujours tourné vers les énergies vertes, parce que je pense que aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir du sens à ce qu'on fait. Et moi, en tant que patronne dans l'industrie, je suis extrêmement fière d'apporter ma pierre à l'édifice à l'économie française. Moi, j'ai eu la chance, on m'a fait confiance, puisqu'on a eu de belles subventions. Et je veux rendre à la France la confiance qu'elle m'a donnée en créant de l'économie, et puis en apportant ma pierre à l'édifice au niveau de la décarbonation, parce que j'ai envie de laisser une belle planète à nos enfants. Merci. Oui, on peut absolument vous applaudir. Mais je pense que vous partagez tous cette attention. Laurent Fiard, s'il y avait des étapes à vraiment suivre pour consolider ces innovations, les pérenniser, ce seraient lesquelles? Alors, on a, chez Visiative, depuis maintenant quelques années, on a accompagné, on a 23 000 clients, plutôt PME industriels. On vient du monde de la conception, on a accompagné nos clients dans ce que j'appelle le pilotage de la transformation pour
inventé ce fameux TransfoScore, celui qui va nous permettre de voir chaque année dans cette dynamique de transformation permanente comment on évolue et comment on va exécuter en fait une vision et une stratégie. Donc tout part de la stratégie de l'entreprise et j'ai envie de dire ça part des forces et des opportunités, là où on va trouver l'idéation. Et on a créé une plateforme technologique, digitale, qui permet d'accompagner tout le cycle du diagnostic, en passant par la coélaboration de la feuille de route, travailler le dirigeant et son comité de direction sur cette feuille de route, la rendre dynamique, de la rendre exécutable pour justement accompagner tous ces chantiers digitaux, chantiers d'innovation, R&D, et de pouvoir piloter ce que j'appelle ce TransfoScore pour que l'entreprise puisse s'inscrire dans cette transformation permanente. Et puis, je crois beaucoup au collectif, beaucoup d'impulsions sur le territoire, et notamment avec mon ami Hervé présent toujours en tête des innovations. Bonjour Hervé. On a mis en place du concret, c'est-à-dire sur le campus du numérique, une entreprise à mission qui s'appelle Swarm et qui permet en fait de parcourir sur 600 mètres carrés tout le chemin de la chaîne de valeur, de l'idéation, en passant par la conception, par la simulation, la mise en situation des produits, la robotique, la réalité virtuelle, le jumeau numérique et jusqu'à la fabrication additive. Donc tout ça pour offrir aux dirigeants et comités de direction de l'entreprise une vision de ce que peut apporter la technologie en termes d'usage, en termes d'expérience, dans une économie en fait qui passe d'une économie de la propriété très capex vers une économie d'usage et pouvoir inspirer des nouveaux modèles économiques. Et c'est dans cette dynamique collective, c'est dans cette capacité de partager de l'expérience que chacun va pouvoir se réinventer. Et les grandes opportunités aujourd'hui business, hein, vous les situez où? Offertes bien sûr par l'innovation, hein. Alors il y en a beaucoup, hein, donc bon, j'ai déjà cité cette opportunité business qui est de passer d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX, donc avec les technologies IoT, la capacité de maîtriser l'usage et quelque part de louer un équipement versus le vendre. Donc ça c'est déjà un contexte global. Après on travaille beaucoup chez beaucoup d'industriels sur le service client. Le service client au sens très service après-vente, donc pouvoir créer le portail de l'entreprise. Donc je suis un défenseur de l'entreprise plateforme, cette entreprise qui se transforme et qui joue sur les interactions entre les collaborateurs, les clients et les produits. Et donc un service, une plateforme self-service qui va permettre bien sûr de pouvoir publier toute son information technologique et technique des équipements ou des produits, et puis bien sûr de gérer les réclamations clients, de gérer les connexions aux produits et d'avoir en fait une entreprise.com, une entreprise monentreprise.com au service de mes clients, comme on trouve régulièrement dans le B2C. Donc c'est pas réservé au B2C, c'est aussi une opportunité. D'ailleurs, qu'on soit en fait sur des chaînes de valeur de vente directe ou indirecte, de pouvoir en fait accompagner l'usage et accompagner l'innovation. Pour toute taille d'entreprise, hein. Pour toute taille d'entreprise. Anne Vetter, vous, c'est l'export hein, qui est un levier de progression. Alors effectivement, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut être fier de notre industrie. Elle est vraiment en mutation, elle apporte des produits de qualité, un service incroyable grâce justement à des outils. Et aujourd'hui, si on veut apporter de la valeur, rapporter de la valeur sur notre territoire, eh bien, il faut qu'on exporte toutes nos créations, toute notre production. Alors, pas de l'intégralité, évidemment, puisqu'il faut acheter chez soi, mais aller chercher à l'étranger de l'énergie, de l'argent pour redynamiser. Ça semble si facile quand vous le dites. Et en fait, il faut y aller. Moi, pour ma part, on est fabricant d'éclairage en France. Pour accéder au marché allemand, j'ai racheté une entreprise qui fabrique en Allemagne pour justement avoir un accès au marché et exporter en fait le savoir-faire français dans d'autres territoires. Alors, on a beaucoup de leviers pour aller à l'export et il faut surtout, on l'a déjà dit, il faut y aller en meute. Et c'est là que je sors ma casquette de conseiller du commerce extérieur. Nous sommes 4500 hommes et femmes dans le monde, des experts de l'international. On est partout
alors il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour qu'on vous accompagne, ou en tout cas qu'on vous donne un petit coup de pouce et qu'on mette de l'huile dans les rouages. Concrètement, vous donnez comment le coup de pouce Déjà, c'est un réseau incroyable. La force d'un réseau, c'est de pouvoir s'entraider quand on est coincé, quand on a un challenge. J'ai un projet, j'échange 10 minutes par exemple avec Laurent ou avec quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, je dis tiens, je voudrais aller là, t'es déjà allé, ah oui, moi j'y suis déjà allé, évite ça, et en 30 minutes, on a gagné 6 mois. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a des experts gratuits, puisque nous sommes tous bénévoles, et ces experts gratuits, comme ils n'ont aucun intérêt financier à nous parler, eh bien, ils sont généreux, ouverts. Et aujourd'hui, la force du collectif français, c'est de vouloir s'entraider. Et si les Français gagnent, la France gagne et nous gagnons collectivement. Merci. Vous partagez cette même conviction, toutes les deux, c'est qu'il faut savoir bien aussi s'entourer pour innover et aller effectivement en meute. On l'a déjà dit sur la première table ronde et je pense qu'on va le redire dans la troisième. Absolument. Et surtout, le message que j'ai envie de donner, c'est de s'enlever les freins qu'on peut avoir. Moi, je suis patronne d'une PME et actuellement, je vis un peu un conte de fées puisque on est en train de créer des consortiums avec des gros donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre manière de penser, c'est-à-dire que même les gros donneurs d'ordre s'appuient sur les petites PME que nous sommes. On travaille tous ensemble, main dans la main, pour créer des produits, innover. On a, nous, des innovations qui sont, auxquelles qu'on a imaginé et qui sont actuellement au CEA en réflexion et que la région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, nous aide à financer. On imagine, comme je vous le disais précédemment, de nouveaux produits et des innovations avec des gros donneurs d'ordre. On crée des consortiums. Enfin, il y a des choses à faire et surtout ne pas hésiter, l'audace paye. Et puis le mot réseautage aussi, parce que je pense que c'est important aussi de le signaler. Moi, c'est un petit peu... Quand j'ai racheté l'entreprise familiale, c'était un petit peu à l'ancienne. Mon père m'avait appris que pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, je crois que ça c'est terminé. Il faut réseauter. Et même quand on est une petite entreprise, il ne faut pas se mettre de barrière. Moi, pour être très clair, quand j'ai racheté l'entreprise familiale, on était 15. On va terminer l'année avec mon groupe à 50. Dans 2 ans, on sera 100. Et si tout va bien, avec le très gros projet qu'on a autour des énergies vertes et aussi de la formation, on devrait être 500 d'ici 2030. Donc voilà, j'ai des ambitions et... même pas peur en fait. Et faut y aller. Même pas peur, vous non plus. Heureusement, il faut y aller. Il faut y aller. Et parfois aussi avoir des innovations qui n'aboutissent pas tout de suite. Je pensais au LiFi, c'est bien ça. Ce droit aussi d'essayer et pas toujours avoir le résultat immédiat. Alors effectivement, si on n'essaye pas, évidemment, on ne se plante pas. Donc à un moment... dans la vie, il faut se lancer, il faut y aller. Il y a des technos auxquels on croit au début qui ensuite souvent flop. Il y en a d'autres qui effectivement perdurent davantage et sont des vrais leviers de croissance. Et puis comme on en a parlé tout à l'heure, le fait de travailler en binôme, en partenariat, ça aussi, c'est une vraie richesse. Moi, j'ai travaillé très récemment sur une innovation, un luminaire qui en journée est caché et qui la nuit se révèle, je dirais, à l'espace public pour éclairer. Eh bien, je l'ai fait grâce à un designer industriel qui un jour est venu, il m'a dit « j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je lui ai dit écoute, on va tenter, on verra bien si l'aventure nous mène quelque part. Aujourd'hui, le projet a pas mal de succès et on a eu une subvention de la région Grand Est cette fois-ci, justement pour la mise en route de ce projet. Donc il faut risquer, il y a des fois on se plante, mais c'est pas grave, on recommence. C'est un luminaire donc qui va capter, qui se lève avec la... C'est un élément même de mobilier urbain dans lequel on va pouvoir stocker des vélos, s'asseoir, ajouter du mobilier. La journée, c'est un genre de pot de fleurs qui est rangé dans ce mobilier urbain. Et la nuit, quand on le souhaite ou quand de façon automatique, le luminaire se lève et éclaire l'espace. Donc on a deux avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, la journée, on a complètement libéré les espaces. Ça permet de retrouver, devant les places, les beaux bâtiments, on n'a pas cette pollution visuelle de mât. Et toutefois, la nuit, il y a l'éclairage qui va resécuriser les espaces.
avec bien évidemment aujourd'hui des éclairages économes et de la gradation. Évidemment. Que la nuit, on éclaire quasiment qu'à 10-20% et que ça soit l'équivalent d'une pleine lune. Et c'est vraiment suffisant. Bravo. Merci beaucoup. Merci à eux pour ces témoignages. Merci. Vous restez ce soir. On peut vous retrouver et on poser toutes les questions. Hein. Merci beaucoup. Vous le savez, l'industrie est le 4e poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. C'était le premier en 1990. Ça veut dire que depuis, on a eu une réduction dans l'industrie des émissions de 45%. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est un frein à l'innovation ou au contraire une source d'opportunités pour trouver des solutions durables? On a la chance d'en parler aujourd'hui avec vous, Esther Finaudieri. Venez me rejoindre sous vos applaudissements. Vous êtes... Venez là. Vous êtes vice-présidente donc chargée de la stratégie de Schneider France, de Schneider Electronic. Alors vous pilotez cette stratégie depuis 6 mois, mais avant vous étiez la responsable environnement pour l'ensemble du groupe. Est-ce que c'est un hasard si une spécialiste de l'environnement comme vous aujourd'hui dirige la stratégie France ? Je sais, un hasard peut-être pas. En fait, il faut probablement pas surinterpréter un destin individuel, mais c'est vrai que le témoignage que je peux apporter, c'est que c'est un passage qui, pour moi, est extrêmement fluide. Et je vais vous expliquer. Jusqu'à récemment, mon métier, c'était un métier d'expertise thématique dans le domaine de l'environnement. Je pilotais la stratégie environnementale du groupe Schneider Electric. Je suis maintenant en charge de notre stratégie, c'est-à-dire penser à nos opportunités marché, moyen terme, développement d'offres, développement de stratégie commerciale. Et la raison pour laquelle ce passage aujourd'hui, je le vis de manière très très fluide, c'est que le groupe a mis le sujet de la transition énergétique et climatique au cœur de sa vision stratégique, de sa mission. Sa mission, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, quel est notre business, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on veut mettre sur le marché. Et l'a fait en 2005. En 2005, le CEO du groupe a entièrement positionné la stratégie d'innovation et la stratégie d'offre du groupe pour servir les enjeux de la transition énergétique. Et 15 ans, même 17, 18 ans plus tard, en fait, ce qu'on observe, c'est que ça a très profondément transformé le portefeuille d'offres et le positionnement même que le groupe a pris, beaucoup par acquisition externe. Et la vision du groupe, c'est de dire on peut apporter 2 briques technologiques complémentaires pour servir la transition. La maîtrise des technologies d'électrification, parce que l'électricité est la forme d'énergie qu'on peut décarboner à très grande échelle grâce aux renouvelables. De l'autre côté, les technologies du numérique, avec à la fois l'IT, mais aussi les automatismes industriels, parce que cette électricité va devenir de plus en plus difficile à piloter et à gérer. Et c'est en regroupant ces 2 expertises technologiques, l'électrification et les technologies numériques, qu'on va pouvoir, nous, servir les enjeux de la transition énergétique. Et si vous regardez tous les choix d'acquisition et également cession d'activité du groupe depuis 18 ans et où est-ce que le groupe est aujourd'hui, en fait, l'activité du groupe a été entièrement transformée et aujourd'hui, on est en extrêmement bonne posture pour servir les marchés. Et juste une anecdote, entre guillemets, un exemple concret, on vient de finaliser l'acquisition d'une entreprise de logiciels qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une très grosse acquisition. Laquelle ? Aveva, une entreprise basée en Angleterre. Et ça fait de Schneider aujourd'hui une entreprise qui est dans le top 10 des éditeurs de logiciels. Il y a 20 ans, Schneider ne faisait pas ou extrêmement peu de logiciels. Voilà, donc c'est juste un chiffre clé qui vous montre à quel point notre portefeuille d'activité s'est diversifié. Et à l'origine de ça, il y a la vision stratégique de ce qu'on voulait faire et de quelle était notre mission qu'on voulait servir dans nos marchés. Donc vous êtes passé d'une entreprise produit à logiciel, en fait, pour dire les choses. Il y a des entreprises françaises qui vous intéressent aussi en croissance externe ? Ah oui, bien sûr. Alors après, on est un groupe international. Autre chiffre clé qui peut témoigner de cette diversification très massive. On est entreprise française. Aujourd'hui, la France, ça n'est plus que, et ça reste beaucoup, 8% du chiffre d'affaires du groupe. Donc aujourd'hui, on a un groupe
complètement international. La France reste un marché très très important. Et oui, on collabore avec beaucoup de startups en France, notamment à travers la station F, dont la BPI est également partenaire, pour trouver... Alors, en acquisition ou en partenariat commercial, on n'est pas nécessairement en acquisition, en partenariat commercial, comment intégrer des briques technologiques de certaines startups françaises dans nos propositions de valeur client. Et ça se fait très très bien parce qu'en fait, on est dans un monde où globalement les technologies sont très interopérables. Et alors, comment cette mutation finalement a stimulé vos résultats ? Là, je vais vous donner trois éléments de réponse. La première, c'est que, maintenant c'est, je pense, une évidence pour tout le monde, mais on est à un point d'inflexion en termes de croissance des marchés sur la transition énergétique. Toutes les technologies qui portent des solutions pour décarboner l'économie et opérer notre transition énergétique. Et le fait d'avoir eu cette anticipation stratégique, ça veut dire qu'on pense qu'on est bien positionné. En termes de croissance, c'est très simple. Sur nos marchés historiques ou certains marchés qui ne sont pas sur cette position, on est sur des croissances à un point de croissance, un single digit, c'est-à-dire des croissances de l'ordre de 5% par an. Sur ces marchés de la transition énergétique, on est sur des taux de croissance annuels de 20, 30, 40%, donc des dynamiques d'accélération qui sont très très fortes. Et ça, c'est le premier résultat, c'est des perspectives très intéressantes. Le deuxième est assez différent. En se positionnant aussitôt avec cette vision stratégique sur les technologies clés qui allaient permettre la transition, on l'a développé et on l'a testé également pour nous-mêmes. C'est-à-dire on a eu une forme de cohérence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est appliqué ces technologies, cette vision à nos propres opérations. Et aujourd'hui, à un moment où beaucoup d'entreprises vivent un point d'inflexion et définissent cette vision stratégique pour eux-mêmes, l'électrification, la digitalisation de leurs procédés industriels, ils viennent nous voir en tant que partenaires de confiance et on développe des activités de conseil, ce qui était historiquement pas notre métier, donc une entreprise de logiciels, mais aussi une entreprise de services et de conseil, pour accompagner ces clients dans la définition de leur vision stratégique. Et ça change tout. Hier, on était fournisseur d'équipements, fournisseur de produits. Aujourd'hui, on est partenaire conseil, partenaire de confiance, notamment parce qu'on s'est appliqué cette vision stratégique à nous-mêmes et à nos propres activités industrielles. Et puis le troisième point que je vais vous donner, c'est que quand on articule de manière aussi claire, et puis je vous raconte 18 ans d'histoire, donc c'est quand même long, cette vision stratégique, ça percole dans l'organisation et ça alimente tout un tas de choix, d'innovation, de R&D, qui font que vous êtes capable, aujourd'hui on est capable sur certaines gammes produits de se différencier sur la proposition de valeur verte du produit en tant que tel. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, un interrupteur, un interrupteur n'a rien de vert en soi, mais comme cette vision sur la transition énergétique et écologique avait percolé dans l'organisation, on a lancé il y a 2 ans des gammes d'interrupteurs faits de plastique recyclé, 100% de plastique recyclé issu des océans. Ça, aujourd'hui, certains clients qui construisent des logements, qui veulent pouvoir fournir à leurs clients systématiquement une alternative verte, nous référencent parce que sur certaines gammes, on est capable de proposer cette alternative verte, ce produit mieux disant en design, qui est plus vert que le produit de base du marché. Et ça nous permet de gagner des clients grands comptes sur des marchés extrêmement gros, qui étaient des clients qui pouvaient travailler avec la concurrence. Voilà, donc ça va jusqu'à le choix dans la prescription et le choix dans l'objet technologique à travers cette approche. Donc c'est une vraie mutation. Comment vous avez entraîné vos équipes? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'avoir cette transformation qui est partagée par tous? Alors pour nous, ça a été long. Je pense que ça peut aller beaucoup plus vite pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je vous raconte 18 ans d'histoire. Peut-être moi, ce qui me marque le plus quand je regarde comment le groupe opère, c'est qu'on est parti de cette vision stratégique, cette mission, et progressivement, ça a percolé dans tous les modes de gouvernance du groupe. À un moment donné, on a commencé assez vite à pratiquer le reporting extra-financier, c'est-à-dire avoir systématiquement dans la bouche du CEO et CFO à la fois la performance financière mais extra-financière. Donc on crée l'habitude d'avoir des objectifs et d'être transparent sur l'atteinte de ces objectifs dès 2006. Ensuite, on a intégré 2010, on a relié l'atteinte de ces objectifs à la rémunération de tous les cadres du groupe qui ont une part variable dans la rémunération. On l'a intégré dans les choix d'investissement, investissement R&D, investissement industriel. C'est là que vous retrouvez la prise en plastique recyclé, etc. Et au fur et à mesure, ça s'intègre dans vos valeurs RH, mode de gouvernance et critères de décision d'investissement sur vos choix projets.
Et là, vous avez transformé votre organisation. Et c'est quand tout le monde s'empare de cette vision stratégique et de ce projet que vous avez effectivement pas juste des projets gérés par quelques-uns, mais une réelle transformation de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous reste comme enjeu à relever avec la French Fab, avec les entreprises qui sont là aujourd'hui ? Alors, les enjeux, ils sont immenses, parce que globalement, la transition énergétique, on ne l'a pas faite. Moi, j'en vois deux principaux de mon point de vue. Le premier, c'est que je l'ai dit, on est à un point d'inflexion. Nous, on voit des perspectives de croissance extrêmement fortes sur des choses qui, il y a quelques années, étaient encore de l'ordre du pilote, du démonstrateur, ou de la technologie démontrée, dont la faisabilité, le fonctionnement était démontré à petite échelle, mais qui n'était pas vraiment vendu à l'échelle. Donc on est sur un enjeu là de scalability, de passage à l'échelle, ce qui nécessite des investissements industriels, des investissements R&D, mais aussi des investissements en capacité de commercialisation. Et nous, souvent, cette commercialisation, elle se fait à travers toute une chaîne de partenaires. On ne vend pas en direct. Et donc là, c'est une transformation à opérer tous ensemble. Et il faut aller très très vite parce qu'en fait la demande est là. Donc là il y a vraiment une opportunité immense. Le deuxième sujet que je vois, alors il est un peu technique, donc je vais peut-être perdre certains d'entre vous, mais si on veut vendre des technologies mieux disantes d'un point de vue environnemental, elles seront plus chères. Globalement, on peut imaginer que dans certains cas ce soit compétitif ou moins cher, mais d'une manière générale, moi Schneider, quand j'achète du plastique recyclé, aujourd'hui il est beaucoup plus cher que le plastique neuf. Qui dit plus cher dit il faut créer la capacité à payer, l'envie de payer des entreprises et puis tout le long de la chaîne de valeur, parce que c'est pas juste une entreprise qu'il faut convaincre, mais bien l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et donc il faut de la donnée. Il faut être capable de substantifier, de quantifier, de démontrer cette valeur environnementale. Qui dit de la donnée, dit les standards pour que cette donnée soit comparable. Voilà. Moi, je pense, j'ai l'intime conviction qu'on fera cette transition environnementale si on est capable ensemble, et à mon avis, c'est un domaine d'innovation qu'on peut travailler en France, parce que la France a vraiment une longueur d'avance là-dessus, à créer cette donnée environnementale sur des standards partagés et à s'assurer qu'elle est bien partagée et comprise sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour créer cette capacité à payer, que ce soit une vraie valeur attachée au produit et à l'offre que monsieur ou madame, à la fin, va décider d'acheter. À bon entendeur. En tout cas, vous êtes là et vous restez là pour en parler avec la French Fab. Merci. Merci beaucoup à vous. Allez-y. Allez, on poursuit avec une nouvelle table ronde, cette fois-ci qui est consacrée à l'innovation de rupture. Et pour nous en parler, j'appelle Alfred Cress, Romaric Fèvre et Julien Masson. Où êtes-vous, messieurs ? Vous venez sans femme, hein ? Sans femme, aujourd'hui, il n'y a pas de femme sur votre plateau ? Non ? Allez-y. Venez me rejoindre. Bonjour. Allez-y. Alors, Alfred, vous dirigez Norcan, c'est une entreprise alsacienne. Votre savoir-faire, c'est l'aménagement ergonomique des espaces de travail, l'optimisation des flux avec des solutions mécano-montées, modulaires et sur mesure. Votre stand est là, Hall 1 H7, si je ne fais pas de bêtises, c'est bien ça. Romaric, vous êtes responsable commercial et opérationnel d'ER Ingénierie. C'est une entreprise familiale qui conçoit et fabrique des machines spéciales et des équipements industriels. Julien Masson, vous êtes, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie, donc cofondateur d'X-Makers et auteur du podcast Méthode to Scale que je vous invite à écouter, on le trouve en ligne. Votre mission, ta mission, c'est changer le destin des entreprises pour qu'elles deviennent les géants de l'industrie du futur. Et tu as aussi cofondé le dispositif d'accompagnement accélérateur néo-pivot industriel avec BPI France. L'objectif avec ce programme, c'est de start-upiser les PMI, de donner naissance à des tech compagnies. En quoi ça relève de l'innovation de rupture ? Déjà, je fais juste un petit storytelling rapide par rapport à ce mot-là. Je m'en souviens, il y a 3 ans, il y avait Laurent qui était là tout à l'heure. Je suis arrivé dans son bureau, je lui ai dit, écoute Laurent, j'ai une idée de dingue. Laurent Fiard. Ouais, Laurent Fiard. On va start-upiser les PME, on va les faire bouger de business model, on va faire venir des gros hackers, des data scientists dans nos PME industrielles. Normalement, j'aurais satellisé à peu près n'importe qui, à part lui, pour le coup. Et donc, le début de l'aventure a commencé comme ça, et surtout d'une vision, et après, je ferai le lien avec Néo,
où d'un côté, moi, je me suis passionné, parce que je suis génération 90, je ne sais pas pourquoi, pour cet écosystème de startups qui sont entre-temps devenus des scale-up, mais vraiment en essayant de comprendre comment ils font leur croissance rapide, comment ils créent leur business model, leur méthode de management et méthode d'exécution. Et de l'autre côté, j'ai eu, que je ne connaissais pas, parce que ce n'était pas ma carrière, j'ai rencontré des dirigeants d'industrie, donc plutôt en région et tout, et je me suis dit, tiens, le mariage des deux, c'est comme un cocktail, c'est peut-être l'heure de l'apéro qui approche, c'est pour ça que je pense à ça, mais comme un cocktail, si on mélange les deux, est-ce que ça ne pourrait pas créer des nouveaux relais de croissance et puis j'ai un de mes amis qui est dans le sud de la France, qui a repris une boîte familiale qui s'appelle Massa, qui est un groupe qui était l'équivalent d'un feu vert sur la région PACA, et qui, pour reprendre la boîte familiale, en gros son père lui a dit, il faut que tu arrives à créer un nouveau relais de croissance dans la boîte. Et je m'en souviens qu'il avait utilisé les assets industriels du groupe, à savoir un centre de logistique et un outil informatique. Il a recréé une nouvelle marque avec un modèle de plateforme. J'attends juste que peut-être que ça passe. Et il a recréé, vous m'entendez bien là? Ouais. Donc il a recréé un modèle de plateforme qu'il a appelé Avatacar, donc une nouvelle marque. Et il a été voir des garagistes indépendants partout en France en leur disant rejoins mon programme Avatacar, et à chaque fois que quelqu'un achète une pièce détachée sur mon site, c'est toi qui vas la monter. Donc il a ubérisé le garage. Mais il n'aurait jamais réussi à créer ce nouveau relais de croissance sans s'appuyer de l'outil industriel du groupe historique. Et c'est là où je me suis dit, tiens, mais trop cool en vérité. On ne va pas dissocier, on ne va pas dire que le monde de la tech et des startups est plus cool que l'industrie. Finalement, les deux ensemble, on peut créer des nouvelles innovations, des nouveaux relais de croissance, ces nouvelles propositions de valeur. Et je pense que c'est au croisement des deux qu'on va créer ces fameuses innovations de rupture. Et tu tiens vraiment à dire que ce n'est pas de la transformation digitale, hein. On ne parle pas de ça. Hein. Non, ça va. Pour moi, la transformation digitale, c'est comment j'améliore la productivité de quelque chose. La transformation tech, c'est comment je crée des nouvelles propositions de valeur, des business models qui sont basés sur la data, comment j'attire ces talents de la tech. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés il y a 1 an aussi avec Guillaume. Bon, mon discours était un peu moins perché à ce moment-là, j'étais un peu plus clair. Et on s'est dit avec Guillaume, ouais, justement, il y a tout un écosystème d'entrepreneurs du monde de la tech. Guillaume Mortelier, BPI France. Qui est là. Et on s'est croisés un peu sur cette ambition commune en se disant, on a nos industries, on a tous ces entrepreneurs de la tech aussi qui se passionnent pour l'industrie française, et tant mieux. Et on s'est dit, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas lancer un mouvement et un programme pour donner naissance à ces nouvelles startups dans les industries? Donc on va vers un tissu composé de startups industrielles, en fait. C'est ça l'objectif? Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Il ne faut pas qu'on touche au business model de nos industries qui sont là depuis des décennies, voire certaines sont centenaires. Au contraire, il faut qu'on aille créer ces nouvelles spin-off à côté pour, déjà, ça fait un terrain de jeu, il n'y a pas le change, besoin d'embarquer trop de gens, et puis aussi, c'est un moyen d'attirer ces nouveaux talents. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà fait ça, qui t'inspirent? Il y a des modèles qui t'inspirent là-dessus, ou c'est plutôt quelque chose d'innovant comme modèle? Dans ce que je vois dans l'industrie qui a été un peu retwisté, où des industriels se disent on est des tech compagnies, plutôt les Anglais. Je pense à une boîte, vous pouvez aller voir, ça s'appelle Arrival. C'est une industrie, hein, ils fabriquent des bus électriques et des vannes. Mais la façon dont ils ont créé leur outil industriel, ils se positionnent comme une tech compagnie. Il y a du soft, il y a de la robotique, il y a pas mal de choses. Et je trouve que les Anglais, pour le coup, sont assez en avance par rapport à ça. Super. Romaric, Alfred, vous avez, intégré l'accélérateur Néo. Vous êtes en plein pivot industriel. Racontez-nous un peu votre expérience. Voilà le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi je suis Romaric Fèvre, je suis l'aîné des 3 frères. Pardon. Je suis l'aîné des 3 frères. Poursuite de l'aventure familiale, engagé pour l'industrie française depuis plus de 35 ans avec nos parents qui se battent pour l'industrie française depuis 1987. Et nous, on baigne dedans. Et donc effectivement, on rejoint l'accélérateur Néo sous l'impulsion de la rencontre de Julien. Grâce à Visiative, une fois de plus, un événement Visiative. Tiens, Julien, Romaric. Julien nous dit, je bosse avec Guillaume Mortelier, BPI France. Ils sont en train de faire un truc de dingue pour essayer de me permettre d'intégrer les solutions de la tech dans les PME industrielles françaises pour qu'on puisse faire ce qu'on sait faire et puis essayer de le faire encore plus beau, encore plus fort. Alors le projet, c'était il y a environ 7 mois, c'est ça Tout à fait. Donc on accélère. Au départ, lancement off avant la communication officielle de BPI. Et donc on commence il y a 7 mois. Et aujourd'hui, on est en train de construire un pivot industriel
justement où Julien nous accompagne avec les équipes de BPI pour se baser sur ce que l'entreprise sait faire et fait très bien depuis plus de 35 ans et intégrer toutes les technologies du monde de la tech pour essayer de nous faire pivoter et proposer à nos clients de remonter dans la chaîne de valeur avec une capacité à intervenir en amont et leur permettre de produire, et je peux le dire aujourd'hui, avec la notion de micro-factory. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de proposer à nos clients de pouvoir facilement mettre en place des micro-factories pour pouvoir produire au plus proche des lieux de consommation en sourçant et en distribuant au plus proche des lieux de consommation. Donc un vrai impact sur les territoires, sur l'emploi, la création de valeur, la création de richesses et puis aussi évidemment un impact positif pour l'environnement. Ouais. Et une innovation de rupture pour des clients qui n'ont pas l'habitude d'être au plus près comme ça, c'est ça, de la demande. Alors effectivement, l'idée c'est d'apporter cette nouvelle façon de voir la production à des clients qui aujourd'hui, suivant leur business model, subissent les coûts liés à la logistique, notamment qui sont des coûts variables, qui peuvent fortement faire évoluer soit leur prix de vente, soit directement attaquer leur marge, surtout quand on voit les crises qu'on a notamment subies l'année dernière sur les coûts de carburant notamment, et on ne parle que de ça, on ne parle pas forcément d'énergie, etc., etc. Donc à partir du moment où on va dimensionner un outil de production au plus proche des lieux de consommation, on va permettre à nos clients de mieux gérer leurs coûts en OPEX et de justement amortir leur CAPEX le plus raisonnablement possible. Voilà. En réintroduisant la production de pièces localement, on ne va plus aller chercher comment ça se passe là. Effectivement, ça fait partie également de ce qu'on considère nous comme de la microfactory. On peut très bien imaginer qu'une microfactory soit un élément de production au sein même d'une usine déjà existante. On peut imaginer avoir un client qui, dans son process, importe une partie des pièces dont il a besoin. Eh ben, il peut venir nous chercher pour qu'on réintègre dans son process de production des éléments qui vont lui permettre de produire demain ce qu'il avait l'habitude d'importer jusqu'hier. Et c'était quoi la motivation? Parce qu'il y avait déjà l'industrie familiale bien rodée. Pourquoi vous lancez maintenant dans cette aventure? Pourquoi vous remettre en question là? Eh ben justement, l'idée c'était justement de se remettre en question et puis essayer de capitaliser sur ce que nos parents ont créé avec les équipes qu'on a autour de nous. On a une très belle équipe de passionnés autour de nous qui sont des passionnés de l'industrie, du Made in France. Et nous, on dit Made in France avec des moyens de production français. Donc il fallait qu'on se remette en question, il fallait qu'on se bouscule nous-mêmes, il fallait qu'on puisse s'appuyer sur des gens qui ont une vraie dynamique, une vraie compétence, de la motivation. On a Julien, je le redis, les équipes de BPI, Guillaume, François-Xavier, Margot, Benjamin. On a toute une équipe, tout un écosystème autour de nous avec des gens qui sont extrêmement motivés, extrêmement dynamiques, qui nous bousculent, qui nous permettent de nous remettre en question. Et puis, je pense que tous ensemble, on a tous cette même volonté de l'industrie française qui, demain, sera plus forte et plus compétitive. Ça va nous permettre de produire ici, de réexporter. C'est vertueux à tous les niveaux. Alfred, vous avez un deuxième projet en cours, après Sherpa, le robot collaboratif qui suit l'opérateur dans l'usine. Aujourd'hui, vous travaillez sur une nouvelle innovation. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, nous travaillons sur un nouveau projet qui s'appelle le Store & Go. Et c'est venu d'un besoin d'un client. Et beaucoup d'industriels ont ce même problème, que tous les jours, il y a plein d'expressistes qui viennent livrer des colis. Ces colis sont déposés à un contrôle réception, ils sont contrôlés, ils sont réceptionnés, ils sont stockés quelque part. Chez certaines entreprises, ça prend des mètres carrés juste énormes au sol. Notre client avait cette problématique, on l'a accompagné, il voulait des chariots, des convoyeurs, on l'a accompagné vers une structure en hauteur, donc un transstocker qu'on a fabriqué spécialement sur demande, qui est modulable, mais qui prend tout type de colis en entrée, qui ne va pas prendre des caisses d'une certaine dimension, qui va à l'entrée prendre n'importe quel colis carton, qui va le scanner, qui va relire son code barre,
qui va lire sa dimension, qui va le stocker au plus près pour que l'outil soit rempli, qui derrière va donner la possibilité au client de sortir à n'importe quel moment n'importe quel de ses colis et qui va, cerise sur le gâteau, utiliser un Sherpa pour le ramener au plus près dans l'atelier. Donc ça, effectivement, on utilise nos Sherpas déjà pour aider encore plus loin le client. Alors, pour ce deuxième projet, vous avez choisi d'être intégré dans l'accélérateur Néo Pivot Industriel, alors que pour Sherpa, vous avez fait tout seul. Pourquoi aujourd'hui demander cet accompagnement? Question piège. Sur Sherpa, effectivement, nous avons démarré l'innovation. Norcan n'a jamais innové avant 2015. Stéphane avait cette envie d'innover. Et donc, on a innové à travers le Sherpa. On sait pertinemment qu'une entreprise qui n'innove pas périclite tout doucement. Et le business de l'entreprise se détériore. Donc, avec Sherpa, ça nous a donné un boost. La BPI nous a accompagnés également aussi. On était dans les accélérés déjà une première fois. Donc, ça nous a permis effectivement d'accélérer ce business model, d'accélérer notre business général. Et là, on sait pertinemment qu'avec ce projet Store & Go, tout seul, on n'est pas en mesure de capitaliser. On a toute la journée, nous techniciens, la tête dans le guidon. On essaye de répondre aux besoins clients et derrière de capitaliser sur ce produit et de dire on va en faire des petits, on va le multiplier, on va trouver une solution pour approcher d'autres clients, pas seulement les industriels, peut-être aussi des drives et d'autres. On a plein d'idées maintenant à travers Julien qui nous a accompagnés, qui nous a ouvert l'esprit. Et là, on a vraiment besoin des personnes et des entreprises comme Julien Masson. Alors concrètement, vous travaillez sur quoi avec Julien et les équipes de BPI? Avec Julien, on a déjà commencé à travailler sur la vision hauteur de notre produit. Comment on va l'appeler ce produit, donc lui donner un nom. Comment on va effectivement approcher nos clients. Parce que nous, on serait parti sur un projet technique. On aurait dit, on a des convoyeurs, on a des ascenseurs, on a quelque chose de relativement technique. Julien a dit, stop, arrêtez. Il faut prendre la hauteur, il faut montrer ce que vous apportez aux clients. Quel est le retour sur invest que le client il va avoir d'ici quelques temps. Donc là aussi, quand tu parlais tout à l'heure de CAPEX, d'OPEX, à un moment donné, dans les entreprises, la clé, c'est toujours les finances derrière. Donc, qu'est-ce qu'on rentre dans le CAPEX? Qu'est-ce qu'on peut rentrer dans l'OPEX à ce niveau-là? Mais ramener beaucoup d'intelligence et beaucoup de satisfaction aux clients. C'est surtout ça l'importance. Et c'est là où Julien et l'équipe, ils nous ont aidés déjà à faire le branding, à faire maintenant la landing page. On est en train de faire cette partie. Et donc, un start-upper là. J'essaye, j'y suis pas encore, un peu loin. Et donc là, effectivement, on va progressivement arriver vers des solutions que nous-mêmes on ne maîtrisait pas, mais avec l'aide des entreprises. De cet accélérateur. De cet accélérateur surtout. Et là, pareil, la BPI qui nous a pioché, qui a dit vous êtes directement là-dedans et ça peut vous aider. Je pense que c'est vraiment l'objectif dans l'année à venir. Ouais. Quel impact ça a sur votre organisation, le fait d'avoir une innovation comme ça, assez importante? Est-ce que vous entraînez vos collaborateurs? Ça se passe comment? On est obligé d'entraîner nos collaborateurs parce qu'on doit mettre une structure en place spécifique dédiée à ce produit. Donc ça va créer une spin-off ou une start-up un petit peu dans l'entreprise de nouveau autour de ce projet. On ne peut pas dire qu'on va tirer ce projet comme tout autre projet. On tourne avec 150 à 200 projets à la semaine, donc plus de 3500 projets à l'année. De rentrer ce projet là-dedans, ça n'aurait pas fonctionné. Donc on va créer une entité autour de Store & Go et avec l'aide de la construction qu'on fait actuellement avec le projet Néo, demain, on devrait avoir une deuxième start-up comme on avait effectivement avec le Sherpa. D'accord. Et une équipe, j'imagine, dédiée qui travaille sur le projet. Oui, tout à fait. Une équipe entièrement dédiée. Ok. Julien, marier les pratiques, comme vous dites, industrielles et celles de la tech, est-ce que ça marche pour tous les secteurs? Je pense que ça marche surtout en fonction de la volonté du dirigeant qui est à la tête de l'entreprise. Honnêtement, si on se casse un peu les neurones, à chaque fois on arrive à trouver des pivots potentiels. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes où c'est une rencontre d'entrepreneurs à entrepreneurs. Parce que de notre côté, on a fédéré tout un écosystème d'entrepreneurs du monde de la tech. D'ailleurs, qui ont découvert les joies de certaines soirées en région. On n'a pas testé les Alsaciens d'ailleurs, c'est ce petit challenge. Et c'est surtout l'ambition et la motivation de dirigeants qui se disent, à un moment donné, si je ne sors pas ma zone de confort et j'arrive pas à briser le statu quo, peut-être que demain, il y aura un petit malin qui va me passer devant aussi. C'est fort possible. Donc c'est quoi? C'est la volonté, c'est on y va et c'est le moment. C'est ça l'idée? Exactement. C'est juste une question, tu le disais Romaric tout à l'heure, c'est une question d'audace et de se remettre en question et puis de ne pas avoir peur de vivre quelque part une nouvelle aventure entrepreneuriale
un peu différentes de celles qu'on a connues jusqu'à présent. Ouais. Et tu disais que les nouvelles techno, elles sont moins onéreuses qu'avant. Ouais, ça c'est vrai que alors, pour les industriels, l'accès à l'industrie aujourd'hui, la barre elle est un peu haute. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a eu dans le monde du digital, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de technologies, notamment je sais pas, ce qu'on appelle le no-code, qui permet de très très vite se lancer sur ces nouveaux business models et avec des méthodes d'exécution un peu différentes qu'on teste d'ailleurs sur Neo, qui est de vendre un projet avant de l'avoir développé. Alors ça aussi c'était un gros changement de dire on va vendre quelque chose alors que derrière l'offre elle n'est pas encore forcément développée. À m'en veut, elle. Ouais. Et ça marche, on y va. Oui, c'est vraiment... là, on aurait mis 2 ans à lancer quelque chose. Là, je sais pas, en quelques mois, on a mis un produit pour de vrai sur le marché. Ce n'est pas que du conseil. C'est vraiment... On marque très opérationnel. Et on y va. Et même là, ce qu'on est en train de faire de notre côté, c'est aussi tous ces entrepreneurs de la tech qu'on fédère, c'est même d'être capable demain de financer les projets sur lesquels on croit et sur lesquels nous aussi, on va investir dessus pour y aller, quoi, et donner naissance à ces startups. Tous les deux, vous avez, lorsqu'on préparait cette table ronde, vous m'avez dit combien vous aviez apprécié dans cet accélérateur le fait de tisser des liens entre vous, et des liens pas seulement humains, mais aussi des liens business, c'est bien ça ? Je prends la parole, tu me permets. Donc oui, tout à fait. Nous avons, outre le projet Neo sur lequel on travaille en commun sur certaines sessions où on s'est rencontrés, en dehors, créer des liens. On est en train de travailler pour faire un business ensemble, que ce soit ici en France ou au Maroc. Donc le Papa Fèvre était venu avec nous, on a travaillé dans ce sens et je pense que c'est un des meilleurs modèles sur cette partie Neo que de faire rencontrer, de tisser des liens, et c'est exactement ce que lance la BPI tout le temps, comment on peut tisser les liens entre les entrepreneurs. Et je pense que nous, pareil, on est tout le temps dans le guidon et donc on oublie des fois qu'on pourrait s'appuyer sur notre voisin, et là on a l'exemple type avec... alors vous êtes voisins, vous n'êtes pas très loin, c'est ça ? Une heure et demie. Okay, ce qui facilite les collaborations. Et Romaric, toi, tu me disais que c'était l'audace de Norcan qui t'interpellait. Oui, je dois reconnaître que on rencontre Norcan, ils ont Sherpa, c'est une réussite, et quand même, ils se remettent en question et vont chercher l'accélérateur pour dire peut-être qu'on peut quand même encore faire peut-être mieux, j'en sais pas, ou différemment, avec Store & Go que ce qu'ils avaient déjà réussi à faire avec Sherpa. Bon, ça force le respect. On se dit, les mecs, ils ont de la réussite, ils l'ont déjà fait, ils ont réussi, et malgré tout, ils se remettent quand même en question. Ouais, ils recommencent. Ouais, ils recommencent. Ouais. D'ailleurs, quand je dis, et j'ai pas fait exprès, j'ai un stylo R ingénierie, et puis j'ai un Orcan sur moi. Super, c'est super corporate cette histoire. Et c'est pas le sien, c'est le mien, c'est lui qui l'a donné. Super. Quelle est la suite pour tous les deux, là, de vos aventures? Va falloir qu'on se lève tôt demain matin, parce qu'il y a du boulot, on a plein d'idées. Nous, on est trois frangins, là, on déborde d'énergie et on est surtout investi par cette mission de l'industrie française. Pour nous, c'est essentiel, c'est capital. Réindustrialiser la France, c'est créer de la valeur sur nos territoires, c'est créer de l'emploi, c'est permettre à nos centres de formation de retrouver du flux avec des besoins industriels qui vont permettre de financer des formations, et tout ça avec une dimension environnementale forte. Donc oui, on est investi par cette mission-là. On ne s'en était pas rendu compte parce qu'on a été bercé dedans depuis qu'on est tout petit, mais maintenant qu'on y prend part au quotidien, on y croit fortement et on ne se pose pas de questions. On avance. Alfred, la suite ? Pour nous, la suite, effectivement, c'est... Je rebondis juste sur quelques points de tout à l'heure où on parlait de réindustrialiser, et le terme que tu as repris. Pour nous, la France est un pays industriel. On a tout ce qu'on touche de près et de loin, ça a été fait par des industriels, donc il faut quand même qu'on mette ça en avant qu'on est un pays qui est fortement industrialisé. Et je ne réindustrialise pas la France actuellement. Ce qu'on cherche, c'est de relancer les jeunes à avoir goût à l'entreprise et à venir dans nos entreprises, parce qu'il y a du travail, et il y a énormément de travail et énormément de besoins. Et là, pareil, un appel aux femmes, vu que c'est la journée de la femme aujourd'hui, on a besoin d'énormément de femmes pour créer un équilibre dans nos entreprises et des métiers techniques dans nos bureaux d'études, dans nos ateliers. Ils sont tous preneurs, ils sont tous très contents des quelques femmes qu'on a réussi à motiver pour venir chez nous. Vous les avez payés comme les hommes ?
Ah, comme les hommes, on ne fait pas de différence à ce niveau-là. Très bien. Mais ce qui est important, c'est aussi la suite de notre événement. Donc le Store & Go, on va continuer. On a eu la chance que le premier jour où Julien est venu, on a pu déterminer ce Store & Go comme le projet qu'on veut monter et qu'on veut lancer cette année. Et je pense que là, ça a bien démarré. Et j'espère que d'ici l'été, il sera sur le marché et on aura plein de petites demandes pour ce Store & Go. Génial. Le mot de la fin ? Moi, je pense qu'il y a un momentum qui est incroyable, où on a cette chance en France, et tu le disais, on a des entrepreneurs, moi je côtoie aussi ceux du monde de la tech qui sont incroyables, du monde de l'industrie qui sont incroyables, BPI France et d'autres personnes qui se mobilisent autour de ces projets. Enfin, je pense que ça n'a jamais été autant le moment. Et tant mieux si demain, on arrive aussi à créer ces nouveaux champions de la tech. Il n'y a pas que les Américains, pour le coup, et qu'en France, on fait quand même des très belles boîtes et on l'oublie un peu, quoi. Super. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir ouvert un peu plus les chakras industriels. Je vous laisse rejoindre. Alors, vous le savez, en tant qu'accéléré, et on l'a redit, BPI France propose plus de 45 programmes d'accélération régionaux, sectoriels, thématiques et accompagne près de 1000 PME et ETI chaque année. Pour nous parler de cette communauté dynamique qui compose la nouvelle démographie industrielle, je demande à Guillaume Mortelier et Julien Noronha de me rejoindre. Venez, messieurs. Merci. On fait aussi la conclusion, en fait. En fait, c'était ça l'idée. Ça vous va ? Avec plaisir. J'ai trouvé un micro par terre, il a l'air de fonctionner. Super. C'est à vous. Écoutez, très heureux que vous soyez... Je renouvelle les remerciements de Nicolas et merci à tous pour votre présence, d'avoir bravé la grève pour être là aujourd'hui. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à l'issue de cette petite heure et demie d'échange, vous repartiez avec quelques convictions. La première, vous l'avez compris, et ça, c'est la table ronde l'illustrait bien, la réindustrialisation, la renaissance industrielle, c'est pas du tout gagné. Par contre, on n'a pas le choix. Et du coup, il faut y aller. Il y a plein de facteurs qui commencent à s'aligner, qui sont positifs. Vous avez vu que nous, de notre côté, du côté de BPI France, du côté de l'État, avec France 2030, avec tous les dispositifs qu'on met en place, il va y avoir des moyens pour vous aider. Par contre, ça ne se fera au niveau des industriels, des PME et des ETI industriels que si vous arrivez à intégrer quasiment de front les enjeux climatiques, les enjeux de transformation par la digitalisation et puis aussi un gros shoot d'innovation. Et quand on entendait Alfred et Romaric là, qui nous parlaient avec leur accent mosellan et alsacien quasiment comme des start-upers, on voit que rien n'est impossible en fait là-dessus et que si on se saisit du sujet, et d'ailleurs la partie climatique, la partie digitale, la partie innovation sont pas trois, c'est pas trois streams séparés, c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter de front et c'est que si vous engagez en profondeur votre transformation industrielle que vous arriverez à pérenniser votre entreprise, à être attractif pour les jeunes et du coup à participer de ce mouvement qu'on appelle de nos voeux et dont on est convaincu qu'on n'a pas le choix, encore une fois, de réindustrialisation et de renaissance industrielle sur la France. Au-delà des outils qui sont nécessaires pour faire ça, des outils de financement, des outils d'accompagnement dont on a largement parlé aujourd'hui. On est convaincu que ça ne passera aussi que par un renforcement de cet aspect fondamental qui est le lien social entre les industriels. Le lien social entre vous, qu'on essaye de faire au sein des accélérateurs, qu'on essaye aussi de plus en plus fortement de porter au sein de la French Fab. Pour nous, il n'y aura pas non plus de renaissance industrielle si on n'a pas de portage collectif et une sorte de réseau synaptique et de solidarité qui sera fait de ces liens très forts, tels qu'on a pu les voir au sein d'industriels qui sont proches, enfin, encore une fois, Romaric et Alfred nous en parlaient, mais aussi de façon plus largement qu'un industriel français soit capable de reconnaître un autre industriel français et de se dire, ensemble, on participe d'un mouvement commun, on participe d'une attractivité commune, on doit être capable de parler aux jeunes, on doit être capable de parler à des clients étrangers et du coup d'être capable d'aller à la conquête de nos territoires et à la conquête du monde en parallèle. C'est pour ça qu'on a un plan très ambitieux pour la French Fab et je suis très heureux d'avoir Julien avec moi pour conclure cette session. Julien qui porte avec moi la French Fab au sein de BPI France parce qu'on partage la conviction commune qu'on doit vous aider, on doit participer à vous donner du flux, à vous donner de la puissance à travers ce type d'événement, à travers des outils pour collectivement être capable de porter ce drapeau bleu en France et à l'étranger. Et du coup, Julien, on a un plan ambitieux cette année pour la French Fab. On a un plan ambitieux et qui a commencé hier et aujourd'hui,
Enfin, vous êtes super beaux là, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez dingue. Ils sont magnifiques. Vous êtes magnifiques et moi je voulais vous rappeler que ce coq, il n'appartient qu'à vous en fait. Il appartient à personne, il n'appartient à aucune institution, fédération. C'est votre coq, c'est vous qui nous l'avez amené. Un jour, vous êtes venus nous voir en nous disant la tech a son coq, nous aussi on veut le nôtre, on veut un coq bleu. On l'a fait, on le porte tous ensemble, on le porte avec vous. Donc continuons à le porter partout. En pins, en châle, en maillot, en chaussettes, sur les façades de vos industries. Mettez-le partout où vous pouvez le mettre parce que Anaïs t'a parlé de fierté. C'est le symbole de la fierté de l'industrie française. Et ça, on veut le défendre. On veut le défendre fort. Je le disais, c'est le démarrage là d'un grand mouvement. Tu le rappelais, hein, d'un grand mouvement industriel. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur la French Fab avec les ambassadeurs au quotidien. Tous les mardis soirs, on se parle jusqu'à 22h pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait, comment on va plus loin. On a monté un plan hyper ambitieux avec vous. Continuez à nous challenger. Ce plan, il va rester sur le triptyque simple, hein, donner envie, fédérer, transformer, donner envie aux jeunes, aux femmes, aux personnes en transition professionnelle de rejoindre vos industries, vous rassembler ensemble pour continuer de vous transformer et d'innover, et transformer bien sûr par la digitalisation. On a parlé de tech dans la Fab, c'est fondamental. C'est par la tech, en tout cas en majeure partie, qu'on industrialisera ou qu'on réindustrialisera. C'est par la tech qu'on fera la transition écologique aussi des entreprises. Donc on ira fort sur ces 3 axes-là. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous. Nous, on est là pour faire caisse de résonance. La French Fab, c'est votre haut-parleur. Donc, on parlera de tout. On parlera de vous. On parlera de vos collaborateurs. On parlera de vos jeunes. On le fera au quotidien. On le fera par une centaine d'événements par an, par des tours. On va repartir en tournée hein, dans toutes vos villes, dans tous vos territoires. On va continuer à faire des vidéos, comme vous voyez là, avec l'ensemble de vos staffs et de vous, bien sûr, qui venez témoigner. La French Fab, elle a aussi commencé par une grande fête à Hanovre. On nous en parle beaucoup de cette fête où les Bleus sont venus au milieu des Allemands mettre un peu d'ambiance. Alors on va la refaire cette fête, on ne va pas attendre Hanovre, on ne va pas attendre Big, inscrivez-vous quand même, on ne va pas attendre le prochain Global Industry, on va la faire ce soir. Donc on vous attend tous au Hall 7 pour fêter tous ensemble le renouveau de l'industrie française. Merci.